À la fin des années 90, les zombies ne faisaient plus peur à grand monde. Après avoir marqué l'histoire grâce à George Romero avec La Nuit des Morts Vivants, Zombies et Le Jour des Morts Vivants, le genre s'était peu à peu essoufflé. Les quelques essais sortis dans les années 90 étaient vite tombés dans l'oubli, éclipsés par d'autres figures de l'horreur, notamment les slashers. Bref, les morts vivants semblaient bel et bien enterrés. Certains films continuaient d'exister, mais restaient confidentiels, renforçant l'idée d'un genre dépassé, incapable de rivaliser avec de l'horreur plus moderne, plus stylisée. Personne n'imaginait alors que ces créatures allaient revenir au premier plan. Et c'est précisément dans ce contexte qu'arrive 28 jours plus tard. En 2002, Danny Boyle et Alex Garland ne se contentent pas de ressusciter le zombie au cinéma, ils le réinventent. Exit les cadavres lents et maladroits, place à des infectés rapides, violents et incontrôlables. Une véritable révolution qui allait inspirer toute une génération d'œuvres, du remake de l'Armée des Morts à The Walking Dead. Alex Garland s'était déjà fait remarquer dans les années 90 avec son roman La Plage, publié en 1996, avant d'être adapté quelques années plus tard par Danny Boyle. Avant de passer derrière la caméra, il évoluait surtout dans l'écriture, développant un univers marqué par l'angoisse, le fantastique et une profonde réflexion sur l'humain. Enfant, il avait été fasciné par les films de Romero, notamment La Nuit des Morts Vivants. Mais il s'était progressivement éloigné de cet univers jusqu'à ce qu'un jeu vidéo rallume la flamme, Resident Evil, sorti en 1996. Cette redécouverte lui donna envie de replonger dans le genre, mais en l'abordant sous un angle inédit. Lorsqu'il écrivit un scénario centré sur une histoire de contagion, Danny Boyle s'y intéressa immédiatement. Il connaissait déjà Garland pour avoir adapté La Plage en 2000 et fut séduit par cette approche réaliste et inédite du film d'Infecté. Ces chimpanzés sont contagieux. Plutôt que de miser sur des monstres surnaturels, le duo opte pour un concept radical, un virus de la rage, pensé comme une contamination biologique. Une idée forte qui consiste à amplifier un trait profondément humain, l'agressivité. La rage devient alors bien plus qu'une infection, une métaphore de nos colères modernes, de ces explosions d'hostilité qui empoisonnent le quotidien, qu'il s'agisse d'une altercation dans les transports ou d'une crise de nerfs derrière un volant. Pour ancrer davantage leur idée dans la réalité, ils s'inspirent aussi des crises sanitaires qui touchaient alors le Royaume-Uni, comme la vache folle ou la fièvre afteuse. Côté production, Andrew McDonald tente d'abord de financer le projet grâce au fonds de la Loterie Nationale, avant d'approcher Universal. Mais le studio refuse. L'équipe doit donc composer avec un budget serré, au point que Christopher Eccleston accepte de réduire son cachet pour permettre au tournage d'avoir lieu. Finalement, en juin 2001, c'est Fox Searchlight qui sauve le projet en cofinançant le film et en assurant sa distribution mondiale. 28 jours plus tard est décrit par ses créateurs comme un mélange entre le film post-apocalyptique et le pur film d'horreur, tout en assumant l'héritage de la trilogie de Romero. Pourtant, lors de la promotion, Boyle préférait éviter les comparaisons directes. Il rappelait souvent que l'inspiration première de Garland venait en réalité d'un roman de science-fiction britannique, Le Jour des Tréfides, publié en 1951. Pour concevoir ces infectés, le metteur en scène s'inspire de références bien réelles et particulièrement angoissantes. Des maladies comme Ebola, auxquelles il ajoute des traits empruntés à la rage, et le résultat donne des créatures crédibles, terrifiantes et viscéralement humaines. Souhaitant un maximum de réalisme, le réalisateur confie la plupart des rôles à des comédiens encore méconnus. Cillian Murphy, par exemple, n'avait tourné jusque-là que dans quelques petites productions indépendantes. Naomi Harris venait principalement de la télévision britannique et Megan Burns n'avait qu'une seule expérience au cinéma. Pour équilibrer le casting, deux acteurs confirmés apportent davantage de poids à l'ensemble, Christopher Eccleston et Brendan Gleeson. Papa, ça va? T'approches pas de moi! T'approches pas de moi! À l'origine, le personnage de Jim devait être anglais. Cillian Murphy a donc passé ses auditions avec un accent standard, avant que Boyle et lui ne décident de s'appuyer sur son véritable accent et de rendre le personnage irlandais. Petite anecdote amusante, James McAvoy a également auditionné, mais uniquement pour interpréter un infecté. L'une des images les plus marquantes du film reste celle de Londres, complètement vidée de ses habitants. Pour obtenir cet effet, l'équipe devait fermer les rues à l'aube, souvent le dimanche matin, et n'avait qu'une quarantaine de minutes pour tourner avant que la ville ne se réveille.
Afin de gagner en rapidité, le réalisateur choisit de tourner la majorité de ses scènes avec des caméras numériques Canon XL1. Bien plus légères que les caméras argentiques, elles permettaient de capturer ces instants rares sans perdre de temps. Seule la scène finale, lorsque Jim, Selena et Anna aperçoivent un avion militaire, fut tournée en 35 mm. Les mêmes contraintes s'appliquaient pour filmer l'autoroute laissée à l'abandon. La police y installait un barrage mobile, ralentissant la circulation, juste assez pour donner l'illusion d'une route complètement déserte. Pour la scène où Jim croise un bus renversé, l'équipe devait aller à toute vitesse. Le véhicule a été basculé sur le côté, filmé, puis remis en place, le tout en 20 minutes à peine. À l'origine, la production n'avait pas obtenu l'autorisation de tourner à l'endroit souhaité. Mais en arrivant sur place au petit matin et constatant qu'aucune surveillance n'était en place, l'équipe a pris les devants. Le bus fut installé, la scène tournée en toute discrétion, avant que la ville ne se réveille. Le tournage se déroule aussi dans un climat mondial particulier, celui des attentats du 11 septembre. Danny Boyle a d'ailleurs souvent évoqué après coup le parallèle troublant entre les affiches de personnes disparues visibles dans le film et celles qui avaient envahi les rues de New York après la tragédie. Il confiera plus tard que si ces événements avaient eu lieu plus tôt, il n'aurait sans doute jamais obtenu l'autorisation de fermer Whitehall pour tourner ces séquences. Pour rendre les infectés encore plus crédibles, la production fit même appel à un ophtalmologiste chargé de superviser le port des lentilles rouges des comédiens. Mais tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Un jour, le producteur Andrew McDonald annonce à l'équipe que le budget est épuisé, alors que la fin du film n'a même pas encore été tournée. Plusieurs conclusions sont donc envisagées, dont une où Jim meurt. Mais les projections tests n'ont convaincu personne. Le studio finit par débloquer les fonds supplémentaires pour tourner la conclusion que l'on connaît aujourd'hui. Et plutôt que de dépenser plus de 70 000 livres pour un plan en images de synthèse, l'équipe choisit une solution bien plus ingénieuse et spectaculaire, faire appel à un véritable avion de chasse. Tu crois qu'il nous a vus cette fois? En parlant de la fin, les bonus du DVD révèlent 3 fins alternatives, toutes centrées sur la mort de Jim. La première, réellement tournée, le montrait succombant à ses blessures par balle. Une autre, plus étrange, présentait Jim rêvant de l'accident qui l'avait plongé dans le coma avant de mourir. Quant à la troisième, jamais filmée, mais dessinée en storyboard, elle allait encore plus loin. Frank n'était pas abattu après son infection, et Jim, dans un laboratoire découvert par les survivants, se sacrifiait en se vidant de son sang pour tenter de le sauver. Aux États-Unis, l'une de ces fins alternatives fut même ajoutée après le générique. Une idée née pour surfer sur les débats passionnés des spectateurs, nombreux à s'interroger sur la meilleure manière de conclure l'histoire. 28 jours plus tard sort d'abord au Royaume-Uni le 1er novembre 2002 avant d'arriver aux États-Unis en juin 2003. Avec un budget modeste, estimé à 8 millions de dollars, le film réalise un véritable exploit. Plus de 80 millions de dollars récoltés dans le monde. Un succès colossal pour une production de cette taille et la preuve que le public avait été complètement captivé. La critique est, elle aussi, largement positive. Certains pointent une légère baisse de tension dans la dernière partie, mais globalement, tout le monde salue l'inventivité du film et son influence immédiate sur le cinéma d'horreur. En mêlant frissons, drame humain et réflexion sociale, 28 jours plus tard s'impose comme l'un des films les plus marquants des années 2000, au point de remettre les morts vivants au centre de la culture populaire. Mais son impact dépasse largement le box-office. Avec la création des infectés, rapide, violent, imprévisible, Boyle et Garland redéfinissent entièrement l'image du zombie. Et dès 2004, Zack Snyder s'empare directement de cette idée avec son remake de l'Armée des Morts, et quelques années plus tard, la télévision prend le relais avec Walking Dead, qui devient un phénomène mondial. Et même le grand public y succombe avec Je suis une légende. Et l'héritage de 28 jours plus tard va encore plus loin. Sa mise en scène nerveuse, son usage avant-gardiste du numérique et son atmosphère post-apocalyptique influenceront durablement aussi bien le cinéma que le jeu vidéo. Avec un tel succès, l'idée d'une suite devient vite incontournable. Danny Boyle, Andrew McDonald et Alex Garland n'avaient pas prévu un tel triomphe, surtout aux États-Unis, et y voient l'occasion de prolonger l'histoire. En 2005, Boyle annonce toutefois qu'il ne réalisera pas cette suite, déjà trop occupé par son film Sunshine. Il reste néanmoins impliqué comme producteur exécutif et participe à l'élaboration du projet. Cette fois, il ne s'agit plus de raconter l'effondrement, mais les conséquences de l'épidémie. Sam? L'histoire prend place alors que l'armée américaine proclame la victoire contre le virus et amorce la reconstruction du pays. Pour offrir une nouvelle identité à cette suite, Boyle choisit de confier la réalisation au cinéaste espagnol Juan Carlos Fresnadillo, remarqué par Intacto.
Après plusieurs années passées dans la publicité, il accepte de relever le défi. Le scénario original, signé Rohan Joffé, reposait sur une trame familiale jugée un peu trop légère. Fresnadillo décide donc de retravailler en profondeur avec Enrique Lopez-Lavigne et Jesus Olmo, un travail qui s'étendra sur près d'1 an. L'idée de base reste cependant la même, suivre une famille tentant de reconstruire sa vie après la première vague d'infection. Alex Garland, lui, intervient ponctuellement pour enrichir le récit et apporter quelques ajustements d'écriture. Dès le départ, Danny Boyle précise que les héros du premier film ne reviendront pas. Cillian Murphy, Naomi Harris et Megan Burns sont d'ailleurs déjà pris par d'autres projets. Donc, la suite introduit un tout nouveau casting. Pour incarner les infectés, la production fait un choix original. Plutôt que de simples figurants, elle engage des artistes venus du cirque, de la danse, du mime ou encore de la gymnastique. L'idée est de leur donner une gestuelle imprévisible, à la fois saccadée et inhumaine, une marque déjà forte du premier film, mais ici poussée encore plus loin. Avec Fresnadillo aux commandes, le ton change radicalement. Là où Boyle misait sur une énergie brute et nerveuse, lui opte pour une approche plus froide, presque clinique, qui accentue la paranoïa et la tension militaire. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène choc, une famille trahie par l'un des siens, un moment d'une violence glaçante qui donne immédiatement le ton sombre et tragique de cette suite. Le tournage se déroule entre Londres et Madrid, avec une ambition visuelle bien plus large que celle du précédent opus. On y découvre notamment la fameuse zone verte, un quartier sécurisé de Londres où l'armée américaine tente de réinstaller la population. Ce décor illustre parfaitement l'esprit du film, un fragile équilibre entre l'illusion de sécurité et la menace toujours présente, sur fond de critiques politiques de l'occupation militaire et des difficultés à reconstruire après une catastrophe. Visuellement, le metteur en scène conserve l'usage du numérique mais pousse encore plus loin l'expérimentation. Certaines séquences sont tournées avec des objectifs spéciaux, des filtres ou des plans volontairement tremblés pour accentuer le sentiment de chaos. Les scènes de panique collective, dans le métro ou lors des évacuations, deviennent de véritables cauchemars réalistes où la foule elle-même devient source de danger. « 28 semaines plus tard sort en mai 2007, 5 ans après le premier film. Avec un budget d'environ 15 millions de dollars, presque le double de celui de 28 jours, le film engrange plus de 65 millions dans le monde. Un score certes inférieur, mais largement suffisant pour confirmer que la franchise avait trouvé son public. Bon, par contre, les critiques se montrent plus partagées. Beaucoup saluent la puissance visuelle, l'intensité des scènes d'action et le ton résolument plus sombre. La séquence d'ouverture d'une brutalité rare reste d'ailleurs gravée dans les mémoires. D'autres soulignent aussi la dimension politique du film, perçue comme une métaphore des guerres modernes et des reconstructions imposées par les grandes puissances. Mais tout le monde n'est pas convaincu pour autant. Certains reprochent au film d'avoir perdu la tension intimiste et la fraîcheur du premier opus. L'accent qui est mis sur l'action et le spectaculaire lui donne parfois des airs de blockbuster plus classique, un peu moins audacieux que son prédécesseur. Malgré ces quelques réserves, la suite s'impose comme un film solide, confirmant que l'univers imaginé par Alex Garland et Danny Boyle avait encore beaucoup de potentiel. Le long métrage laissait d'ailleurs entrevoir la possibilité d'un 3e épisode, et dès sa sortie, les rumeurs se sont multipliées. En juin 2007, à peine un mois après la sortie de 28 semaines plus tard, Fox Atomic confirme qu'un nouvel opus est envisagé, à condition que les ventes en vidéo soient suffisamment bonnes. Danny Boyle va même jusqu'à affirmer qu'une histoire existe déjà. Mais très vite, le projet s'enlise. Des problèmes de droit bloquent toute avancée. Qu'est-ce qui se passe? Rien qui n'ait été parfaitement prophétisé. Les années passent et le projet entre dans une sorte de purgatoire. En 2015, Garland confirme qu'un scénario provisoirement intitulé 28 mois plus tard fait l'objet de sérieuses discussions, malgré ce qu'il décrit lui-même comme un véritable enfer du développement. Et la foi, mon fils. Et en 2019, nouvelle lueur d'espoir. Boyle et Garland annoncent retravailler ensemble, tandis que des acteurs comme Cillian Murphy se disent prêts à reprendre leur rôle. À partir de 2022, les choses s'accélèrent enfin. Boyle, Garland et Murphy affichent ouvertement leur envie de relancer la saga. Ils révèlent que le projet portera finalement le titre de 28 ans plus tard, un clin d'œil évident au temps écoulé depuis le premier film. On le fait ou pas? C'est trop tard pour reculer. C'est pas faux. Boyle fait part de son envie de revenir à la réalisation, sauf si Garland préfère confier la mise en scène à un autre. En janvier 2024, l'annonce tombe. 28 ans plus tard est officiellement lancé, pensé comme le premier chapitre d'une nouvelle trilogie. Cours, cours. Avance, allez, allez.
Danny Boyle reprend la réalisation, Alex Garland signe le scénario et supervise l'ensemble, tandis qu'Andrew McDonald et Peter Rice assurent la production. Cillian Murphy, quant à lui, devient producteur exécutif et laisse entendre qu'il pourrait apparaître à l'écran. La même année, Sony Pictures reprend les droits et est désormais responsable de la distribution mondiale. Garland confirme alors qu'il travaille sur une véritable trilogie et cite même Kes, de 1969, un film britannique culte, comme l'une de ses inspirations pour ce nouveau cycle. Kes est un drame social profondément émouvant, ancré dans le nord de l'Angleterre, au cœur d'un milieu ouvrier. L'histoire suit Billy Casper, un adolescent défavorisé, maltraité à l'école et ignoré chez lui. Son quotidien, marqué par la pauvreté et l'absence de perspective, change lorsqu'il découvre un faucon qu'il décide d'apprivoiser et nomme Kes. En dressant l'oiseau, Billy trouve enfin un sens à sa vie. Leur lien devient une échappatoire à une réalité sans espoir. Kes incarnant sa liberté, sa dignité et la beauté simple qui lui échappait jusque-là. Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes, l'éternel Voldemort, rejoignent le projet, bientôt suivi par Jack O'Connell. Et par rapport à la rumeur du retour de Cillian Murphy, le producteur Andrew McDonald confirme qu'il n'apparaîtra finalement pas à l'écran. Le tournage débute le 7 mai 2024 et s'achève le 29 juillet. Fidèle à l'esprit expérimental du premier opus, le réalisateur ose un pari audacieux, tourner une grande partie du long métrage avec un iPhone 15 Pro Max. Le tout est évidemment complété par des objectifs, des caméras d'action, des drones et d'autres appareils numériques ou argentiques. Mais c'est un choix aussi risqué qu'ingénieux. Tourné en 4K jusqu'à 60 images par seconde, l'œuvre explore aussi des procédés techniques inédits. Certaines scènes utilisent un effet de bullet time, obtenu grâce à une plateforme circulaire équipée de 8 à 20 iPhones, permettant de capturer une action simultanément sous plusieurs angles. Allez, vas-y, bordel, tue-le! Boyle explique que cette méthode offrait une liberté de montage énorme, tout en allégeant la logistique et l'impact environnemental du tournage. Mais bien sûr, cette technologie avait ses limites. Le logiciel de l'iPhone avait tendance à faire la mise au point sur les zones les plus lumineuses du cadre, plutôt que sur l'action principale. L'équipe a donc dû redoubler d'ingéniosité pour obtenir le rendu cinématographique souhaité. Cette fois-ci, pour renforcer le côté primal et dérangeant des infectés, il est décidé de les montrer entièrement nus. Une décision artistique forte, tempérée par la loi, qui impose l'usage de prothèses pour masquer certaines parties du corps, notamment en raison de la présence d'un jeune comédien sur le plateau. Après des années de rumeurs, 28 ans plus tard sort enfin en juin 2025. Il y a eu tellement de morts. Demi-tour! Attendu comme l'un des grands événements cinématographiques de l'année, le film attire dès son premier jour près de 30 000 spectateurs en France, un score largement supérieur à celui des précédents opus. Aux États-Unis, il réalise un démarrage tonitruant, plus de 30 millions de dollars dès son premier week-end. À l'international, il franchit rapidement les 150 millions, confirmant la puissance intacte de la franchise. Ce triomphe prouve non seulement l'attachement du public à l'univers créé par Boyle et Garland, mais aussi la pertinence d'avoir relancé la saga après tant d'années. 25 ans après avoir réinventé le mythe du zombie, la saga continue de hanter notre imaginaire collectif. Ce qui n'était qu'un film tourné dans les rues désertes de Londres est devenu un monument, un point de rupture dans la manière de représenter la peur, la contagion et l'effondrement de notre monde moderne. Parce que derrière ces infectés enragés, les créateurs avaient compris une chose essentielle. Le vrai danger ne vient pas du virus, mais de nous, de nos réactions, de notre égoïsme, de notre incapacité à rester humain quand tout s'écroule. Et si 28 ans plus tard marque aujourd'hui le grand retour de cette franchise, c'est peut-être parce que son propos n'a jamais été aussi actuel. À une époque où la colère, la peur et la désinformation se propagent plus vite qu'un virus, ce nouvel opus résonne comme un miroir troublant de notre époque. En fin de compte, la plus grande réussite de Boyle et Garland aura été de transformer l'horreur en un reflet du réel brut et terriblement humain. Et tant que l'humanité sera capable de s'autodétruire, l'histoire de 28 jours plus tard continuera, elle aussi, de nous poursuivre. Pour
rendre les infectés aussi imprévisibles qu'effrayants, Danny Boyle ne voulait surtout pas qu'ils ressemblent à des zombies classiques. Il a demandé aux comédiens de s'inspirer de documentaires animaliers, notamment ceux montrant des chimpanzés agressifs. Il leur a aussi fait visionner des matchs de rugby pour capter cette énergie brutale et explosive des plaquages. Avec son budget limité, l'équipe a souvent tourné sans autorisation. Certaines séquences ont été filmées à la sauvette. L'équipe ne comptait parfois qu'une poignée de personnes, souvent vêtues de gilets fluorescents pour faire croire à des agents municipaux. Le réalisateur racontait en riant qu'il se faisait passer pour des étudiants en cinéma quand les curieux s'approchaient. Contrairement aux films d'horreur de l'époque, les maquillages des infectés étaient volontairement simples et rapides. En moins d'une demi-heure, les comédiens étaient prêts, recouverts d'un mélange de sirop de maïs, de colorant rouge et de café instantané, pour donner cette texture sombre et poisseuse au sang. Boyle voulait éviter tout effet trop hollywoodien. Il tenait à ce que la menace paraisse brute, organique, presque tangible. La première apparition de Cillian Murphy nu n'était pas un choix esthétique. Boyle voulait symboliser la renaissance du personnage, un homme nu face au monde, littéralement à découvert dans un univers sans repère. L'acteur, très pudique, a accepté à condition que seuls 3 techniciens restent présents pendant le tournage. Cette vulnérabilité physique sert d'ailleurs parfaitement la tension de la scène. Jim se réveille au milieu d'un Londres mort, aussi fragile qu'un nouveau-né dans un monde en ruine. Pour imaginer la direction visuelle du film, Danny Boyle s'est inspiré du photographe de guerre Don McCullin. Il admirait sa manière de capturer la beauté tragique des paysages dévastés. Le réalisateur voulait que Londres ait cet aspect d'après-guerre, des rues vides, baignées d'une lumière presque divine, mais profondément dérangeante. Ce contraste entre beauté et désolation contribue à l'atmosphère mélancolique du film, à mi-chemin entre horreur et contemplation. La fameuse scène du tunnel, où les personnages se retrouvent coincés sous des rats, a été un véritable cauchemar à tourner. Les rongeurs utilisés étaient bien réels, et plusieurs se sont échappés dans la voiture en pleine prise. Naomi Harris a raconté plus tard qu'elle avait crié de peur sans aucune interprétation, la panique était authentique. Pour des raisons de sécurité, l'équipe avait prévu un dresseur spécialisé, mais même lui n'avait pas anticipé l'instinct de fuite des animaux. Dès la post-production du premier film, Boyle et Garland réfléchissaient déjà à une suite. Ils avaient même envisagé d'ajouter un plan final où un oiseau infecté s'envolait vers le continent européen pour suggérer la propagation du virus hors du Royaume-Uni. L'idée a finalement été abandonnée, jugée trop prévisible. Mais elle montre à quel point le duo voyait déjà plus loin et à quel point 28 semaines plus tard n'était pas qu'une simple décision commerciale, mais une vraie continuité narrative. Et voilà, c'est tout pour 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. Et en attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.